Il y avait un membre de ma famille qui me disait, de toute façon, elle n'a même pas eu son bac, elle est là, elle va faire un bébé, elle ne deviendra jamais rien, quoi. Et elle va continuer à avoir d'autres enfants et puis enchaîner des enfants, des pères différents, comme a fait la polygamie de son père. Enfin, il y avait trop de mots qui restaient dans ma tête, qui me disaient, en fait, Grâce, toi, tu peux pas leur donner raison. T'es pas arrivé là pour, t'es pas arrivé là par plaisir ou c'est parce que tu le voulais. Là, t'as été face à une situation, t'as dû trouver une solution. Et pour toi, la meilleure solution, ça a été ça. Maintenant, bats-toi et montre-leur que, y a pas que ça. Y a pas que être maman qui définit qui t'es. Entre-temps, t'es une femme. Salut Grâce, comment tu vas? Salut Billy, ça va très bien et toi? Super, moi ça va. Je sais que t'es timide toi et que t'aimes pas beaucoup t'exprimer en soi sur ta vie, sur ce que tu fais. Mais moi je suis venu aujourd'hui dans le but de te faire parler. Je suis ouverte. Ok. Mon cœur est ouvert. Super. Je te laisse te présenter rapidement. Ok. Est-ce que tu peux te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je m'appelle Grâce. Tu le sais? Je ne sais. Je m'appelle Grâce, du coup, j'ai 26 ans et actuellement, je suis aide-soignante, prothésiste ongulaire et traiteur en parallèle. Tout ça dans la même vie? Ouais. C'est plein de choses. J'adore. Ah, J'aime faire beaucoup de choses. C'est bien, super. Ouais. Et donc, à part ça, bon là, tu as parlé un petit peu du côté professionnel et du côté personnel. Je suis maman. Je suis maman célibataire. D'accord. D'une petite fille de 8 ans. Femme indépendante. Hein? J'aime pas trop ce mot. T'aimes pas ce mot? Ouais, mais c'est une vérité. Je suis indépendante parce qu'en même temps, faut se le dire, hein, quand tu es seule à élever un enfant, tu es indépendante, ça. Ok, justement, sur cette question de l'indépendance, j'aimerais bien justement qu'on en parle un peu plus tard dans la discussion. Premièrement, ce que moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a fait en soi que tu en sois là aujourd'hui? Déjà, pour commencer, moi, je suis la dernière du côté de mon père, donc ça fait que je suis une cadette. Et j'ai pas toujours été comme ça, non. J'ai grandi, j'étais une petite fille où on s'occupait plus de moi que moi, je m'occupais des autres, parce que c'est ça, être une dernière. On s'occupe un peu plus de toi. Et en parallèle, moi, petite, je voulais être agent immobilière. Je voulais être plutôt dessinatrice architecte. Dessiner des plans de maison, suivre des constructions. Vraiment, j'étais vraiment dans le dessin, design, tout ça. C'est vraiment ce que je voulais. Et plus tard, la vie nous confronte à certaines réalités qu'on ne s'attend pas forcément. Je tombe enceinte à 18 ans. Non, on va dire plutôt 17 ans. Je partais sur mes 18 ans. À cette période-là, j'avais un petit copain, mais je découvre que je suis enceinte. Et lui et moi, on n'était déjà plus ensemble. On s'était déjà séparés. En même temps, j'étais au foyer pour mineurs. Et petite entre parenthèses, la manière dont je découvrais que je suis enceinte, c'était suite à une agression sexuelle que j'ai vécue pendant cette période au foyer. Et lorsqu'on a été, justement, j'étais accompagnée par des éducateurs, éducatrices et tout. Et ma référente, voilà, je lui en parle, parce que j'en ai d'abord parlé à une amie en lui disant, parce que moi, sur le coup, ces choses-là, quand ça t'arrive, tu sais pas que c'est vraiment ça qui t'est arrivé, parce qu'on entend parler. Bon, je pense qu'en 2017, c'était moins mis en avant qu'aujourd'hui. On s'exprimait moins sur le sujet. Je pense qu'à chaque génération, les choses, on en parle un peu plus qu'à l'époque. Et moi, du coup, je savais pas si c'était réellement ça, un V. Parce que pour moi, c'était juste... on m'a obligée à faire quelque chose. C'est pas nouveau, parce que dans tous les cas, dans nos familles africaines, on nous oblige toujours à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie. Donc ça, c'est juste un plus, quoi. Et j'en parle à une amie qui était... française, qui me dit non, en fait, ce que tu viens de vivre, c'est très grave. C'est pas normal. Voilà, il faut que tu en parles à un adulte et tu as besoin d'aide là. Donc j'en parle à mon éducatrice référente qui par la suite me demande, d'abord essaye de contacter ma famille, mais en ce moment-là, j'avais pas de contact avec ma famille. Et on va porter plainte. Lorsqu'on porte plainte, on fait la déposition. Étant mineure, je pouvais pas déposer plainte. Et en plus de ça, les éducateurs n'avaient pas l'autorité parentale. L'autorité parentale restait encore auprès d'un membre de ma famille. Donc, je m'étairai un peu de dire le nom. Et du coup, cette personne-là ne voulait pas avoir de lien avec moi. Et du coup, ce qui fait que on devait juste faire une main courante et une déposition, mais il n'y avait pas vraiment de plainte ni d'enquête
approfondie sur le coup. Il fallait vraiment que ce soit cette autorité parentale-là qui vienne, du coup, porter plainte pour moi, étant donné que j'étais mineure. Maintenant, on fait on fait le dépôt de plainte, on fait la main courante. Je pense que c'est plutôt une main courante. Et on nous oriente, du coup, vers un médecin spécialisé pour ces genres de choses, pour faire justement des examens approfondis pour voir s'il y avait une agression. Et c'est là, du coup, je découvre que je suis enceinte de 6 semaines, à peu près. Ok. Et c'était comme si la terre tombait sur moi, en fait. Parce qu'en ce moment-là, voilà, je comprends même pas. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui ne... Je me dis, il n'y a pas pire. Enfin, tout ce qui nous arrive, il n'y a pas... Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu cette force-là de me dire, quand tu es face à une situation qui est compliquée, mieux tu trouves une solution que de te lamenter. Là, tout de suite, oui, le monde te secoue, certes, mais tu fais quoi? C'est quoi la suite? Donc, j'avais déjà cette mentalité-là en moi. J'ai toujours puisé de cette force-là. Donc, sur le coup, je devais chercher une solution. Je fais quoi avec un bébé? Et j'avais même pas encore... Enfin, côté mes papiers, mes documents, j'en avais pas. J'avais même pas un titre de séjour, rien du tout. J'avais juste un passeport. Le passeport congolais. Et là, tu étais arrivé déjà en France, combien de temps? Il y avait combien de temps? Je suis arrivée, j'avais 12 ans. Et sauf que de 12 ans à tes 18 ans, tu dois avoir juste une carte circulaire. Voilà. Et j'avais pas encore mes 18 ans, donc je devais attendre. Donc, à cette période-là, j'avais que cette carte-là circulaire qui était encore auprès de ma famille, ils ne nous avaient pas donné, et mon passeport. Du coup, j'avais dans mes mains mon passeport, mais qui ne valait rien. Et je me pose beaucoup de questions en ce moment-là. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je le garde pas? Mais en même temps, j'ai une peur au fond de moi parce que depuis petite, on nous a toujours dit dès que tu avortes, t'en meurs. Parce que chez nous, on ne doit pas avorter. Et en même temps aussi, je ne me voyais pas, parce que moi, dans ma tête, c'était tuer un être humain. Ouais. Je ne me voyais pas de par nos origines un peu, enfin, la religion d'où on a grandi. Et je décide de garder cet enfant en me disant que ça sera ma seule famille. C'était vraiment ça. Dans ma tête, je me suis dit, aujourd'hui, je suis seule, mais avec cet enfant, je ne serai plus toute seule. Et la famille est au courant à ce moment-là ou pas? Du coup, ils étaient obligés d'informer la famille, parce que j'étais mineure. Mais cette membre de ma famille a dit qu'elle ne voulait pas s'en occuper, parce que ce n'était pas son problème. C'était moi qui a été faire ce que j'avais à faire. Et donc, j'ai qu'à assumer les conséquences de ma vie. Le fameux jugement. Là, c'était à l'époque en France. Là, tu étais toute seule, on va dire, avec cette personne-là. Et comment ça se passait au niveau de la famille au pays? Est-ce qu'ils n'avaient pas Enfin, comment ça se passait? C'était mieux, en tout cas, mieux reçu par eux, ou tu leur as pas dit? C'était encore pire auprès d'eux. Okay, parce qu'encore ici, ils se disaient, elle va se débrouiller toute seule, elle est accompagnée, elle est dans un foyer, elle a qu'à se débrouiller. Mais en Afrique, c'était plutôt... c'était une abomination, parce que comment t'es passé d'une fille... vierge qui s'est conservée toute sa vie et tout d'un coup, à quel moment c'est arrivé. Et moi, je pense que il y a eu c'est des choses que, avec le temps, j'ai pu prendre du recul et comprendre qu'est-ce qui a fait que ma vie devienne un gros désastre. Enfin, un gros désastre, c'est pas vraiment un désastre parce que dans tous les cas, voilà, bascule, on va dire. Mais c'est plutôt le fait que quand j'ai perdu mon père. Je pense que c'est une période où j'en ai pas beaucoup parlé. 2 ans après, je tombe enceinte parce que j'ai perdu mon père, j'avais 16 ans. Et 2 ans après, je tombe enceinte. Mais à partir du moment où j'ai perdu mon père, moi, dans ma tête, je me disais, il n'y a plus personne, en fait. Je n'ai plus personne parce que moi, j'ai grandi avec mon père. D'accord. Et dans ma tête, je me disais, dans tous les cas, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui peut me redresser. La seule personne à qui que je devais beaucoup donner dans ma vie n'est plus là. Donc, j'avais cette tristesse en moi, mais qui n'était pas aussi verbalisée, parce que je n'avais pas les mots, ni personne à qui le dire, aussi en parler. Et moi, je pense aussi... Bon, après ça, toutes ces choses-là, j'ai pris du temps et du recul à le voir et à le comprendre aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants dans nos familles africaines qui... leur vie est plutôt représentée comme si c'était une charge pour les autres.
Je ne sais pas comment... Enfin, je vais essayer d'être un peu plus claire. Dans le sens où, moi, j'ai grandi d'une famille où... une famille recomposée, avec plusieurs mères. Et mon père, il a eu beaucoup de femmes, donc j'ai eu beaucoup de belles-mères. J'ai grandi avec mon père. Je suis la dernière. C'est-à-dire aujourd'hui, enfin, à mes 16 ans, du coup, je perds mon père. Je me retrouve seule. Auprès de mes frères et sœurs, auprès des autres membres de ma famille, je suis plutôt comme un poids. Genre, ils auraient pu ne pas avoir ça, mais ils sont obligés de s'en occuper parce que papa n'est pas là. Et ça, en vérité, c'est la responsabilité de papa. Mais on s'en occupe quand même parce qu'on n'a pas le choix, c'est notre petite sœur. Mais il n'y a pas un amour qu'on donne comme si on donnait à un enfant. Parce que sur le coup, c'est une charge. Moi, avec le temps, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on m'a appris. Parce que même départ niveau scolaire, je n'ai pas beaucoup été accompagnée sur le fait de me dire qu'est-ce que tu veux faire moi aujourd'hui? Je demande à ma fille, t'aimerais faire quoi demain? T'aimerais être qui? Enfin, je veux vraiment qu'elle fasse un choix sur ce qu'elle veut devenir et sans jugement, vraiment qu'elle soit elle-même et épanouie dans ce qu'elle fait. Et moi, j'ai jamais été accompagnée sur le fait, même professionnellement parlant, même sur mes envies, même comment je me sentais, même me poser une question. Moi, je me rappelle pas, on m'a posé la question, comment tu te sens vraiment? Comment tu vis tout ça? Qu'est-ce que t'aimerais toi, si ce n'est que m'imposer leur choix et leur manière de faire? Un exemple tout bête, moi, quand je faisais une bêtise, que je sois scolarisée ou pas, on prenait mon billet, on m'en renvoyait au bled. Et je pouvais rester là-bas 2 mois, 3 mois. Et quand je revenais, j'étais déscolarisée parce que les autres ont avancé. Moi, j'ai plus d'école. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu décalée contrairement aux autres parce que je trouvais pas ma place. Et donc, cette période-là où je tombe enceinte, je me retrouve avec mon enfant. Enfin, je me retrouve avec cette grossesse. Je me dis, dans tous les cas, je n'ai jamais compté pour personne. Donc, aujourd'hui, cet enfant-là, elle verra mon importance parce que je lui donnerai tout. Je ferai de mon mieux de manière à ce qu'elle manque de rien. Ce que j'aime bien en fait dans ton témoignage, cette sincérité-là, parce qu'on a un problème aujourd'hui dans la communauté, c'est que beaucoup de femmes qui arrivent à ce stade-là où, par exemple, elles ont un enfant peut-être dans des conditions où elles ne s'y attendaient pas, on va le dire comme ça, parce que l'enfant c'est toujours une bénédiction, et elles ne s'y attendaient pas, et elles présentent aux autres femmes comme si, en gros, comme on parlait du fait de la femme indépendante, en fait, on a cette image-là de se dire que le fait d'être ça, c'est une sorte, comment dire, c'est, en fait, c'est un exemple de vie qu'elle donne aux autres jeunes femmes, de se dire, par exemple, je te verrai pas, toi, par exemple, conseiller à ta fille, oui, toi aussi, à 17 ans, voilà, tu vois. Et en fait, elle présente comme si c'est un trophée, alors que c'est des choses qui se sont passées, des fois, des situations malheureuses, qui les ont amenées à là. Et qui, au lieu de prendre cet exemple-là pour dire, vous pouvez peut-être avoir une vie, peu importe la manière dont vous voulez vivre, mais mon expérience peut vous permettre d'avoir une meilleure vie, peut-être que ce que moi j'ai eu en fonction de mon expérience, parce que c'était meilleur pour moi, mais peut-être que ce sera pas meilleur pour vous. C'est pour ça que ton expérience, je la trouve vraiment sincère. Mais au-delà de ça, je pense aussi que on voit un bébé tout comme quelque chose de mignon où on s'en occupe, mais non. Un enfant, c'est une partie de nous. Enfin, moi aujourd'hui, je me dis, un enfant, oui. Exactement, c'est une partie de nous et l'enfant ne va pas se construire seul. En fait, c'est qui on est aujourd'hui, c'est à travers nos blessures, c'est à travers notre histoire que notre enfant se basera. C'est ces bases-là que cet enfant tiendra. Donc, faire un enfant parce qu'il est beau, il est mignon, c'est faux parce que cet enfant-là deviendra quel genre de personne si nous-mêmes, on n'est pas assez construit sur des bonnes bases. Par exemple, admettons, on se base sur mon histoire à moi, mon parcours à moi. J'étais pas prête, en fait. Je suis désolée, je n'étais même pas prête un tout petit peu à accueillir un enfant. Mais je me suis dit, contrairement à d'autres, peut-être, moi, je me suis dit, ça sera ma famille à moi. Mon enfant, ça sera ma famille. Du coup, c'est là qu'on s'est arrêté, là où je comprends. Voilà. Et ça a été une bonne chose parce que grâce à ça, ça m'a permis de me battre tous les jours, de me réveiller avec force, de me dire, j'ai pas encore ici, je suis pas encore arrivée où je vais être. Et aussi, il y a un petit détail où on me répétait souvent, surtout quand je suis tombée enceinte, j'avais même pas encore eu mon bac. Donc, moi, il y avait un membre de ma famille qui me disait, de toute façon, elle a même pas eu son bac, elle est là, elle va faire un bébé, elle deviendra jamais rien, quoi. Et elle va continuer à avoir d'autres enfants et puis enchaîner des enfants, des pères différents, comme a fait la polygamie de son père. Enfin, il y avait trop de mots
qui restait dans ma tête, qui me disait, en fait, Grâce, bats-toi. Tu peux pas leur donner raison. T'es pas arrivé là pour, t'es pas arrivé là par plaisir ou c'est parce que tu le voulais. Là, t'as été face à une situation, t'as dû trouver une solution. Et pour toi, la meilleure solution, ça a été ça. Maintenant, bats-toi et montre-leur que, y a pas que ça. Il y a pas que être maman qui définit qui t'es. Entre-temps, t'es une femme. Entre-temps, t'es Grâce, en fait. Qui es-tu? Et je pense que j'ai vraiment beaucoup eu du mal à parler depuis longtemps. Depuis petite. Et pour cette histoire. Et maintenant, comment t'as fait après pendant la grossesse? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vis où pendant ce temps, à ce moment-là? Comment tu t'en sors financièrement? Comme tu parlais du papa, comment ça se passe à ce niveau-là? Pour en arriver à la grâce là. Donc, à ce moment-là, j'essaye de me renseigner, de prendre toutes les informations. Comment on fait? Il n'y avait pas beaucoup d'informations sur YouTube, hein. J'ai essayé d'y aller, mais il n'y avait rien. Mais auprès de mes éducateurs, j'essaie de me renseigner quelle opportunité qui s'offrait à moi. Niveau travail, déjà, je ne pouvais pas parce que je n'avais pas de papier. On m'a orientée vers des foyers pour jeunes mères. Et de là, le suivi a commencé. J'ai commencé mon suivi pour la grossesse déjà. Professionnel aussi, on me demandait ce que je voulais faire. J'ai eu un psychologue qui me suivait, que je voyais tous les mercredis, je crois. Et de là, je commençais à un peu plus m'épanouir parce qu'ils avaient mis en place chaque mercredi ou chaque lundi, on avait des chèques services, des services qu'on prenait, des chèques pour alimentaires. Ok. On prenait des nourritures et tout. Du coup, ça avait fait, c'était une sorte d'indépendance un peu pour moi parce que je pouvais aller faire mes courses à moi. C'était 60 € par semaine, mais c'était beaucoup pour moi. Et je pouvais aller à Carrefour, me faire plaisir, me faire des petits plats. Et vu que c'était un foyer déjà, quand j'étais au foyer pour jeunes, le week-end, on avait ce droit-là de cuisiner. Okay. Donc, moi, je cuisinais pour tout le monde. Au foyer, pour tout le monde. Je cuisinais pour tout le monde et tout, avec mon petit ventre et tout. C'était trop chaud parce que pendant que j'étais enceinte et tout le monde disait grâce on mange. C'est vraiment ça le slogan, quoi. Donc, malgré tout ça, tu partages quand même de la joie autour de toi. Et c'était trop bien. C'était vraiment bien parce que je commençais, dans tous les cas, je m'assumais parce que maintenant c'est arrivé et tu dois assumer ta grossesse. On se moquait plus de moi. Parce qu'il y a une période aussi où on se moquait de moi dans le sens où, la fille qui s'est fait baiser, elle est tombée enceinte, quoi. Vraiment des mots blessants qui étaient souvent présents. Je me suis battue aussi, parce que c'était très dur pour moi d'encaisser. Pendant la grossesse? Dans les débuts. Okay. Dans les débuts, dans le foyer pour jeunes, c'est pas facile, parce que les jeunes, ils sont pas forcément empathiques. Et là, dans ce foyer, après, j'ai quitté le foyer pour jeunes, je me dirige vers ce foyer pour maman, où ça se passe super bien. J'ai une éducatrice référente qui me suit. Je me remets en couple, parce que je me suis mis en couple entre-temps, avec une personne qui était super adorable, parce qu'il m'a pris avec ma grossesse. Juste une chose, j'ai eu une question juste après. Tu sais, il y a beaucoup de femmes, surtout dans la communauté, qui ont cette honte-là d'être enceinte. Parce que directement, comme tu dis, il y a les préjugés derrière, ça donne l'image de la fille qui s'est fait engrosser, donc limite qui a fait des bails, tout ça. Le regard des autres, parce que vu que tu as subi ça, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Le regard des autres, dans tous les cas, que ce soit aujourd'hui, demain, ça sera toujours là. On est plus vulnérable quand on vient d'accoucher, il y a les hormones, on est enceinte, il y a tout qui se mélange en nous. Ça aussi, c'est une réalité. Parce que ce qui est le plus important, c'est ce que nous, on ressent. Qui on est et qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous face à ce qu'on vit. Parce que le mal, on va le prendre en positif ou en mal. Admettons, là, tout de suite, si je suis dans la joie et qu'une personne rentre et me dit « t'es moche », je ne le prendrai pas de la même manière que quand je suis triste et qu'on me dit « t'es moche ». Donc là, j'étais dans une phase où tu es déjà entouré par plein de problèmes. Tu as un enfant à t'en occuper et chaque chose qu'on va te dire, tu vas le prendre personnellement et ça va te détruire. Et ça peut aussi te mettre en dépression, mal, vraiment. Donc, les préjugés, c'est plus fort lorsque tu es dans cette situation-là. Mais moi, personnellement, la chose qui m'a aidée à avancer tous les jours, c'est cet enfant. Parce que dans tous les cas, elle a que moi.
admettons, là, tout de suite, je me mets dans le mal où je m'oublie parce que l'autre a parlé de moi ou l'autre a fait ceci. Quelle devient cette petite enfant qui n'a rien demandé et qui n'a que toi? Et ou en plus, le papa n'est pas là. Tu fais comment? Donc, la meilleure chose à faire, c'est juste fixer son objectif et avancer face à cet objectif-là. Parce que moi, la seule chose que je me disais, c'est que j'ai grandi. J'ai vécu certaines choses. Et pour que je devienne cette femme que je suis aujourd'hui, apte à m'occuper même d'un enfant, il a fallu que je tombe sur des gens bien pour m'accompagner. Okay. Donc moi, aujourd'hui, je m'accroche à ces gens bien. Je ne m'accroche pas aux gens qui me critiquent. Et moi, des critiques, j'en ai eu. Billy, tu es au courant. Moi, je rentrais à l'église parce que j'étais perdue. Je ne savais même pas où y aller. Je partais à l'église, je me faisais critiquer. J'appelais ma famille, je me faisais critiquer. Au foyer, je me faisais critiquer. Dans la rue, je marchais avec ma poussette. T'es une jeune femme avec ta poussette, tout le monde te regarde, des vieux monsieur là qui te regardent en mode elle vraiment, hein, pousse-toi là-bas. Ou même des fois, personne qui t'aide pendant que tu es en train de monter les escaliers du métro. J'avais juste hâte, je me disais, j'ai hâte d'avoir mon permis pour ne plus me taper tout ça. D'où ce besoin d'indépendance des fois. Oui, et ça te force. Moi, j'avais une colère en moi. J'avais une colère de réussir tous les jours. Je me disais, dans tous les cas, je suis acceptée nulle part. Je dois leur prouver que je peux être quelqu'un, en fait. Je dois leur prouver que je peux réussir. Je suis quoi dans cette société? Et c'était que ça. Et aussi, même cette générosité ou cet humanisme qu'on a naturellement se perd. Parce que finalement, tu te sens bien nulle part. Et la seule chose qui t'aide à avancer, tout simplement, c'est mon enfant. Sur ce moment-là, c'est mon enfant. Mais après, là, je parle de mon histoire à moi. J'ai eu un enfant, mais il y a d'autres personnes, ils n'ont pas eu des enfants. Ils se sont retrouvés aussi dans la même situation. Où ils se sont rejetés partout. La meilleure des choses à avoir, c'est d'avoir un objectif, une lumière qu'on voit au bout du tunnel où on se doit se fixer et se dire qu'on doit avancer. Voilà. Okay. Ben, merci beaucoup pour ce petit conseil entre parenthèses. Et je pense que ça servira à plein de monde. Bien sûr. Et donc là, à partir de là, tu rencontres quelqu'un d'autre. Oui, je rencontre quelqu'un d'autre. Combien de temps après, situe-nous un peu le temps après. En fait, je l'ai rencontré, j'étais à 3 mois de grossesse. 3 mois, ok. J'étais à 3 mois de grossesse et bon, j'étais mince à l'époque, donc ça ne se voyait pas que j'étais enceinte. Et cette personne-là, au début, il a eu peur aussi. Hein, il n'est pas resté forcément. Il y a eu un mois où on est vraiment restés ensemble et tout, c'était beau, mignon. Mais après, il n'a pas su assumer. Il s'est dit non, c'était un peu trop brut pour lui. C'est trop pour lui, oui, d'être avec une femme qui est enceinte, il ne savait même pas par où commencer. Il est parti. Après, on s'est remis ensemble quand j'étais à 6 mois de grossesse. Pendant cette période-là, j'avais cette personne-là aussi qui m'accompagnait. Je n'étais pas seule. Ça me faisait du bien aussi de la voir parce que je n'avais pas de famille qui m'accompagnait. Mais j'étais dans un foyer pour maman. Il y avait des autres mamans qui étaient dans des mêmes situations que moi qui m'accompagnaient. On partait faire les courses ensemble. Donc, je m'accrochais à eux. Vraiment, la meilleure solution à faire, c'est de s'accrocher aux choses qui te ressourcent en ce moment-là. Je pense que dans chaque période de notre vie, on a toujours des choses sur lesquelles on peut s'accrocher. Des fois, c'est nous, on ne le voit pas. Mais il y en a toujours. Des fois, autour de toi, la chose que tu négliges ou que tu ne regardes pas, mais dès que tu tourneras ton regard, tu verras que c'est cette chose-là qui te donnera plus de force que les choses où tu voulais que ça te donne de la force. Voilà. Et du coup, je reprends ma vie en main. J'accouche ma fille. Ça se passe super bien. Après, le foyer me dirige vers un appartement... vous savez, les appartements autonomes, mais en même temps, tu as quand même un suivi des assistantes sociales. C'est un peu une sous-location, mais sur base, du coup, toujours des assistantes sociales. Et ça se passe super bien. Je réponds mon bac. Ok. À 6 mois, ma fille, elle avait à peu près 6 mois à ce moment-là. Je la mets chez l'assistante maternelle, parce qu'il n'y avait pas de place à la crèche. Mais en même temps, j'avais peur. J'avais cette peur-là qu'on maltraite mon enfant à la crèche. Il y avait trop des vidéos aussi qui sortaient sur ces choses-là, donc j'avais peur, voilà. Je la mets sur l'assistante maternelle, mais j'avais quand même beaucoup de peur en moi. Par exemple, un événement tout bête qui s'est passé une fois, ma fille, elle avait à peine 8 mois. Une fois, je suis en train de changer la couche à ma fille. Je change la couche et tout, je vois comme si c'était des liquides blancs. Mais c'était... Bon. Après, j'ai compris, j'ai vu des médecins après qui m'ont dit que c'est tout à fait normal. Nous, les filles, à partir du moment où tu es une femme, ton corps, chaque enfant, son corps réagit différemment, chaque être humain. Donc, c'était tout à fait normal. Sauf que moi, sur le coup, j'ai eu super peur. Je vais voir mon compagnon de l'époque. Je lui dis, écoute, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Elle avait à peine 8 mois. J'appelle l'assistante maternelle, je lui dis...
Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la maternelle, elle me dit, il n'y a rien. Je pars aux urgences. Aux urgences, on me dit, il n'y a rien. Je me dis, non, c'est pas possible. Je pars voir ma cousine le soir. Je lui dis, je veux comparer le corps de nos enfants. Si c'est pareil, à quel point j'étais parano. J'avais plein de traumas à cette époque-là que je n'avais pas encore géré. C'est sûr que oui. Et voilà, et c'est juste entre parenthèses, mais même pour cet enfant-là, ça n'a pas été facile. Mon enfant pleurait, je le prenais personnellement. Je me disais, qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourtant, j'essaie de bien faire tous les jours. Je me disais, je dois réussir et tout. C'était vraiment difficile, mais vraiment. Et je sais que beaucoup de mamans aussi le vivent. On n'en parle pas beaucoup, mais beaucoup de mamans le vivent en secret. On est des humains, c'est tout à fait normal d'être épuisé. Et aussi, je pense que le postpartum, aujourd'hui, on en parle plus, mais à l'époque, on en parlait plus. Ça se trouve, j'étais en train de vivre vraiment une période de stress postpartum. Et personne n'était là pour me dire, bah, en fait, c'était quoi le stress postpartum pour ceux qui ne savent pas? Voilà, bah, en fait, c'est cette période-là où on est en dépression parce qu'on fait enfin, on ne dort pas assez. On est fatigué après l'accouchement et il y a les hormones qui doivent se remettre en place. Enfin, toute cette période-là, ça crée un déséquilibre chez nous, les femmes. Et en plus de ça, on doit s'occuper d'un enfant qui pleure et il y a toutes ces choses-là. On peut se mettre, c'est une sorte de dépression, mais suite à des changements, que ce soit à niveau corporel ou aussi émotionnel, le train de vie et ces surcharges-là, bah, ça crée ce stress-là. Et en gros, ça peut prendre jusqu'à combien de temps? Si toi, tu un peu ça, t'as pris ça, mais bah, on m'a dit que ça peut prendre des fois, ça va 3, 5 ans. Ça peut prendre 3 ans, 5 ans. Moi, personnellement, je pense que cette période-là, ça m'a pris au moins 2 ans. 2 ans, ok. Pendant 2 ans, j'étais très anxieuse. Ma fille pleurait, je ne supportais pas. Je la coiffais, elle pleurait, je ne supportais pas. J'arrivais pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais pas? Et j'avais peur d'en parler pour pas qu'on me retire mon enfant. Okay. Donc, je me disais, moi, je fais comment dans ce cas-là? En fait, t'es perdu. C'est vrai qu'en plus, avec les assistantes sociales, si tu poses la mauvaise question, t'as plus de gosses. T'as plus de gosses. Et par contre, Dieu merci, parce que mon partenaire de l'époque était présent. Ça fait qu'il était là, quand ça allait pas, il me disait, non, laisse la petite tranquille, je vais reprendre l'enfant et tout. Et ça me faisait du bien. J'en parlerai un peu plus tard, c'est entre parenthèses, donc je laisse plus tard. Donc, je rencontre encore mon histoire, donc j'arrive à avoir mon bac. Je fais un CAP cuisine, parce que vu que j'aime mes cuisines, j'aime le partage et tout, je fais un CAP cuisine, bac pro cuisine, j'arrive à l'obtenir. Et le foyer m'avait laissé 3 ans. Donc, dès la naissance de ma fille, à ces 3 ans, je devais reprendre une activité professionnelle. En même temps, j'avais aussi cette pression-là où il faut que je fasse quelque chose pour pas que me retrouve dans la merde. Donc, je reprends, juste après mes diplômes, je prends un CDI en tant que cuisinière. Je monte chef de partie. J'étais super contente parce que du coup, j'ai géré chef de partie, c'est celle qui gère une partie de la cuisine. Par exemple, si c'est côté poisson, tu vas gérer ce côté poisson. Si c'est côté viande, tu gères côté viande. Entrée, c'est toi qui t'occupes de la chef de ta partie, du coup, entrée. Et ça se passait super bien. Entre-temps, j'avais toujours la nounou. Mais par contre, ça commençait à peu devenir difficile lorsque ces 3 ans finis. Je reprends la vie professionnelle. On me met dans un autre appartement plus autonome, le temps d'avoir un appartement social. Et là, par contre, j'ai plus d'assistante sociale qui me suit tout le temps. Là, maintenant, je me retrouve vraiment toute seule. Ok. Et t'es plus avec la personne avec qui t'étais? Là, du coup, ça devient plus compliqué avec cette personne-là. Des fois, on est là, on est ensemble, et des fois, on n'est pas ensemble. Des fois, moi aussi, je pense que j'avais plus de 18 ans. Je commençais à grandir. Entre-temps, j'avais 23 ans, 22 ans. Il y a des choses aussi que je découvrais sur moi, sur mon corps, sur mon comportement, sur mon caractère. Enfin, j'ai envie de m'affirmer aussi certaines choses. Enfin, je pense que beaucoup de gens disent que faut pas prendre une personne dans une situation de difficulté parce que lorsque la personne devient instable, il rejette les gens qui l'ont aidé. Je pense que c'est faux. Parce que quand on est en couple avec une personne, faut savoir aussi que chaque personne est amenée à évoluer. On évolue de par nos manières de penser, de réfléchir, de se comporter aussi. Admettons, on se rend compte que cette manie qu'on a de réagir lorsqu'on est en colère n'est pas la bonne, on voudra le changer. Et cette prise de conscience est personnelle. Donc, il faut comprendre aussi que chaque personne doit évoluer et accepter l'évolution de l'autre. Et ça a vraiment été un gros déséquilibre parce que du coup, avec cette personne-là, aujourd'hui, on n'est plus ensemble. C'est compliqué, ouais. Voilà. Parce que t'as grandi. Mais voilà, je commençais à comprendre certaines choses et je suis une personne assez têtue et tenace. C'est-à-dire, quand j'ai une idée en tête, j'ai envie d'aller au bout de mon idée. Tant que j'ai pas vécu mon expérience, je ne lâche pas.
Et pour certaines personnes aussi, c'est difficile à comprendre. Mais ce sera toujours une personne qui m'a beaucoup accompagnée, que je dirais jamais. Franchement, il a été un grand pilier de ma vie pour cette période-là, durant 5 ans, on va dire les 5 années de la vie de ma fille. Okay. Et voilà, et ça fait que j'arrive à évoluer en tant que chef de partie. On met mes secondes cuisines dans un cuisine bistrot. Je commence à faire des intérims de gauche à droite. J'aime vraiment ce métier-là parce que j'aime satisfaire l'autre. J'aime satisfaire les palais des autres. J'adore, ça me fait plaisir. Donc, j'ai déjà goûté la cuisine de Grasse, c'est très bon. Merci, du coup, ça se passe super bien. Mais à un moment donné, je passe par une période de dépression parce que cette séparation-là aussi m'a beaucoup affectée. J'ai été une personne où j'avais du mal à rester seule. Okay. Je suis passée par la famille, le foyer. J'avais ma fille, mais j'avais cette dépendance-là de vouloir toujours être entourée. Okay. Ça veut dire que moi, quand on m'a donné mon premier appartement, il pouvait y avoir 5 personnes qui dormaient dans mon salon. Juste pour être entouré des gens. Juste pour être entourée. Ça ne me dérangeait pas. Je pouvais héberger des gens qui ne m'aidaient même pas pour payer mes courses ou manger ou quoi que ce soit. Mais ça ne me dérangeait pas tant que j'ai quelqu'un à la maison, ça me va. Et ça ne se voyait pas comme ça parce que moi, je l'ai interprété sous le fait de me dire j'ai besoin d'aider quelqu'un. Mais sauf que ce n'était pas l'aide que je voulais apporter, c'est la présence. En fait, la présence de gens m'aidait moi à vivre, à me sentir moi, celle que je suis. Et toutes ces choses-là, je ne le savais pas. Okay. En fait, c'est vraiment un temps où j'ai grandi en étant maman et de mes expériences. Il faut se laisser notre temps pour grandir. C'est très important. La vie, c'est un jeu. Il ne faut pas prendre la vie trop au sérieux. Je pense que la vie, quand on commence à se dire, on se met trop la pression, on le vit mal et on culpabilise beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup culpabilisé même sur mes choix, ma manière de me comporter, ma manière d'être et tout le reste. Mais aujourd'hui, je peux dire que toutes ces choses-là ont construit celle que je suis devenue aujourd'hui. Oui. Et chaque étape, chaque expérience, chaque pas que j'ai eu à faire ont été un grain important dans ma vie. Donc, il n'y a pas de mal. Il n'y a vraiment pas de mal. Même la chose où tu te dis aujourd'hui, c'est la plus horrible, demain, ça aura son importance. Et donc, je peux dire que même cette période-là où j'étais là, j'avais tout le temps des gens chez moi, ont été importants. Parce qu'aujourd'hui, j'essaie d'être seule. J'essaie d'avoir mon petit temps à moi où je me dis non, là, je coupe tout, je coupe les réseaux, je coupe tout. Je me concentre que sur moi, je me pose, je prends soin de moi. Et si je n'aurais pas vécu avec trop de monde, je n'aurais pas eu à comprendre l'importance d'avoir son temps à soi. Donc, j'arrive à avoir mon bac et tout, voilà, j'ai mon travail, ça se passe bien, j'ai un CDI. Et là, grosse période où j'aime rien de ma vie. Je n'aime rien, j'aime pas mon quartier. J'aime pas l'école où ma fille elle va. J'aime pas être seule. Au travail, j'ai subi de l'harcèlement. Vraiment du vrai harcèlement, c'est-à-dire je travaillais dans le bistrot et il y avait que des hommes. T'es la seule femme. Je vous épargne les détails, c'était vraiment difficile. Burn-out total. Je tombe en dépression. J'étais plus avec cette personne-là qui était un peu mon cadre, qui était un peu cette personne-là qui me redressait, qui me connaissait le plus. Donc, je commence à faire de nouvelles rencontres qui ne se passent pas forcément bien. Donc, tu te rends compte que la personne, il te reprochait de certaines choses, il avait raison. Et que tu n'avais pas forcément, tu n'avais pas la bonne vision de vie. Tu voulais peut-être des choses qui n'étaient pas forcément la bonne. Enfin, tu es vraiment confronté face à toi-même. Là, maintenant, tu fais comment? Et là, je me dis, il faut que je trouve une solution, il faut que je m'en sorte. Et je me dis, la meilleure chose à faire, il faut que je commence à voyager. Ok. Je commence à voyager, tac. Je m'organise. Je me dis, en même temps, il faut aussi que j'arrive à avoir mon entreprise. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je me mets en auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur. Mais du coup, Grace, tu nous as largué à un petit moment là. Là, tu avais le circulaire avant. Ouais. Là, tu veux commencer à voyager et tout. Là, tu es passé à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps aussi? Parce qu'entre-temps aussi, j'ai eu, quand j'ai accouché ma fille, ma famille, on a un peu essayé. Ils ont compris aussi que j'avais un enfant. Ils ne pouvaient pas me bloquer côté administratif parce que je dois m'occuper de mon enfant. Je n'ai pas besoin de leur aide, mais il faut que j'arrive à travailler. Donc, ils ont fait le démarche. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et dès que j'avais accouché ma fille, je crois que c'était 1 mois après, on m'appelait pour me dire que ça y est, j'avais un titre de séjour. Ok, parfait. Donc, ça allait. Okay. Ça commençait à aller. Vraiment, dès lors où j'avais eu ma fille, ça allait. Ça commençait à aller. Ma vie personnelle, enfin, en tout cas, mon train de vie commençait à reprendre du sens, mais c'est moi qui allais mal. Ok.
Voilà. C'est une construction dans tous les cas. Et là, donc, ok. Donc là, ça veut dire que là, maintenant, comme tu as ton titre de séjour, le passeport, tout, là, maintenant, tu peux voyager, tu peux ouvrir une entreprise. Oui. Ok. Et donc, j'ai ce projet-là d'ouvrir une entreprise. Donc, je me penche plus pour traiteur. Ok. Je fais mon premier mariage. Ok. Là, je fais mon premier mariage, c'est un désastre. Ah, je vous dis pas, c'est un désastre horrible. L'organisation, je ne me connaissais pas. Bon, moi, j'avais cette vision-là où je fais ça. Ton premier mariage en tant que traiteur, hein, pas ton mariage à toi. Oh non, mon premier mariage en tant que traiteur. Oui, voilà, en tant que traiteur. Ok, tu es traiteur dans un mariage. Ok. Oui, et ça se passe mal. C'était horrible. Enfin, c'était horrible dans le sens où j'avais pas une bonne équipe, j'avais pas une bonne manager, je savais pas bien manager, j'avais pas assez de recul aussi pour prévoir. En avance, c'est toi qui as recruté tout ça? Oui. Mais attends, mais faut qu'on sache, parce que là, justement, là, moi, je veux savoir. Du coup, comment tu te mets là, t'es entrepreneur, donc tu te lances, tu ouvres ton auto-entreprise, et comment tu recrutes, comment tu trouves ton premier marché, enfin, en rapide, quoi. Ouais, donc, les gens, sur les réseaux, je crée ma page Instagram, je fais des pubs, je mets, je pense que tu te connais un peu mieux, tu sais, quand tu sponsors, tu boostes un peu ton profil et tout, et puis les gens, ils voient. Les publications sponsorisées, voilà, là, ok. Donc, je fais ça, et là, il y a des bouches à l'oreille, mes gens sur Snap et tout, ils partagent aussi mes flyers et tout, et après, il ne faut pas oublier, il y a eu la période de Covid. Et je pense que tout a commencé de la période de Covid, parce que j'avais cette idée-là en tête de me mettre en auto-entrepreneur, de faire mon entreprise traiteur et tout, mais je ne savais pas où commencer. Ok, période de Covid. J'ai prise de cette énergie-là pendant la période de Covid. Pendant la période de Covid, ce que je fais, c'est que j'étais encore dans cet appartement pendant... Bon, la période de Covid, c'est arrivé pendant les 3 ans où j'étais encore en train de faire mon diplôme. Donc, je n'étais pas encore chef de parti, je n'avais pas encore décédé, rien du tout. Et pendant la période de Covid, je ne savais pas quoi faire. Je n'étais pas habituée à rester à la maison, enfermée, sans rien faire. Et là, j'ai ni d'entrée d'argent. Je suis en alternance. C'est pas beaucoup payé, étant en alternance en cuisine. Les restaurants, ils sont fermés. Donc, les patrons, ils te payent même pas beaucoup. J'étais perdue. Donc, voilà. Donc, toi, au lieu d'aller chercher un sugar daddy, non, parce que... au lieu de choisir la facilité des hommes qui donnent l'argent et tout, tu t'es dit, je vais entreprendre. Comment on fait ça, une jeune femme? Comment on va faire? Donc, je me suis dit, de toute façon, j'aime pas dépendre de quelqu'un. J'aime toujours trouver mes propres solutions. Et ça a toujours été ça. Hein. Je suis dans la galère, là, je cherche ma solution. Rappelle-toi, je l'ai dit bien le début. Je suis tombée enceinte, il fallait que je fais quoi? Je suis toujours obligée de me dire, là, tu fais quoi, Grâce? C'est toi, face à toi-même, tu te dis, Grâce, tu fais quoi? Donc, mais Grâce, franchement, sérieux, je fais une blague sur ça, mais c'est important de se dire, aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes ou d'hommes même donnent l'excuse comme quoi c'est parce que j'étais dans une situation compliquée que j'ai dû faire des choses qui sont contre, comment dire, mes valeurs, etc. Bon, sans rentrer dans les détails des vies de chacun, mais c'est pour ça, moi, je fais cette parenthèse-là de voir que il y a d'autres solutions, en fait. C'est pas obligé en soi, parce que la facilité, c'est à ton, comment dire, c'est à ta porte. En soi, tu pouvais te dire à ce moment-là, pourquoi entreprendre? Ça m'apporte, quoi. Et bon, bien que j'avais quand même une belle-sœur qui me disait toujours Grâce et tout, tu as beaucoup de talent, tu peux le mettre. On a toujours une voix, enfin, on a toujours un ange à un démon. Donc, on a toujours un ange à un démon. On a toujours on a toujours notre entourage qui nous dit ça serait bien que tu fasses ça et tout, ça a l'air intéressant. Ou il y en a d'autres copines aussi, on va pas se mentir, on a toujours une copine ou deux qui te dit écoute, moi je peux te proposer tel plan ou tel plan. Et moi, des plans, on m'en a proposé plein. Mais je pense que on est maître de nos choix. Et moi, s'il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on doit tous l'avoir, c'est d'être vrai avec nous-mêmes. Et quand on est vrai avec soi-même, on ne va pas se mettre dans une situation qui va te... Par exemple, ta valeur est importante pour toi. Tu ne vas pas te mettre dans une situation qui va aller à l'encontre de ta valeur, parce que quand ça ira à l'encontre de ta valeur, ça va te mettre mal toi-même, parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas ta vraie nature. Du coup, tu ne seras pas à l'aise à ça, donc c'est un choix. Tout est question de choix. Du coup, étant donné que je sais que je ne serai pas à l'aise à ça, je serai mal, je ne serai pas bien, je ne vais pas me mettre dans cette situation-là. Je vais plutôt trouver d'autres alternatives qui seront quand même alignées avec mes valeurs. Tu vois? Donc, se dire, oui, j'ai fait ça parce que je n'avais pas le choix. Excuse-moi, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Laisse-moi applaudir. Femme de valeur. Femme de valeur. C'est important. Je suis désolée, c'est important de valoriser ce type de témoignage. C'est vrai. Ok, moi, j'ai eu ce que je suis abreuvé de la sorte que j'avais. Et maintenant, du coup, donc, tu trouves ton premier client, le mariage et tout là. Non. On n'est pas encore là. Sauté, parce que là, on est d'abord dans la période des Covid.
Ouais, on est... Pendant la période de Covid, donc je me dis, je fais comment? Bon, comme j'ai dit, hein, moi, dans cette relation de couple-là, j'étais quand même en couple, mais c'était demain, on se sépare et demain, le lendemain, on est ensemble. On était jeunes, donc c'était un peu ça. Donc, j'étais encore seule pendant cette période-là, je ne savais pas quoi faire. Ce que je fais, c'est que j'avais une amie qui me parlait, bon, non, même pas, juste en bas de chez moi, il y avait des vélos, les Vélib. Ouais. C'était juste en bas de chez moi. Donc, ce que je faisais, j'ai commandé des barquettes. Et j'avais une voisine en face de mon appartement, c'était une haïtienne. Donc, elle m'a appris à faire des plats haïtiens. Elle m'apprenait. De temps en temps, je partais chez elle, elle cuisinait, je voyais comment elle faisait. J'apprenais d'autres choses que les plats congolais ou ce que j'apprenais à l'école. Donc, j'aimais beaucoup parce qu'on partageait ça ensemble. Quand elle cuisinait, elle me ramenait, moi aussi, je le ramenais. Et j'ai acheté des barquettes. Je prends des barquettes et tout. Et là, je mets des flyers, je mets tout sur Snap. Je mets 15 € les plats, riz, un tel, machin, parce que là, les épiceries sont fermées, tout est fermé. Je prenais mon vélo. J'avais une commande, on m'appelait, je prenais mon vélo, je partais, je livrais. Et quand je te dis je livrais, je partais par exemple à Ivry, hein, j'habitais à Romainville, et je partais à Ivry, je livrais et je rentrais en métro. Et je faisais ça le soir. Et tout en étant maman. Bah oui, tout en étant maman. Et en étant en alternance. Bah là, maintenant, c'était fermé parce que tout était fermé. Ouais. Mais à la fin de la semaine, j'avais 400 €. Je dis, oui, j'ai 400 € là. Si j'arrive à enlever mon chiffre d'affaires, j'ai quand même 10 €. C'était trop bien. Je me suis dit, on peut faire ça. J'aime trop. On va trouver une solution. Donc, je fais ça. À l'époque, les marchés étaient bien moins chers. Ça veut dire, je partais en bas de chez moi. J'achetais la côte de bœuf, je le coupais, je demandais au monsieur de couper les mois bien fines et tout. Et le monsieur, il le faisait et moi, je le vendais à 16 €. Pourtant, moi, le kilo, j'en achetais pour 24 € et on me l'a dit de couper en 4 et je faisais mon bénéfice dans tous les cas. Et c'était trop bien parce que je le faisais en vélo pendant le Covid. Et c'était trop bien. Et je faisais ça à un moment. Et puis, bon, c'était fatigant. Hein, toutes les activités reprennent. Je dois reprendre le travail, l'école et tout. Et je me disais, la manière dont j'ai géré beaucoup de choses en même temps, j'étais même pas persuadée. Je me disais, je savais même pas si j'allais avoir mon bac parce que j'étais épuisée. Il y a des moments où j'étais épuisée. À vouloir faire beaucoup de choses, j'étais épuisée. Et le jour où on m'a dit que j'avais eu mon bac cuisine, je me suis dit, mais comment j'ai fait? Je suis trop intelligente en fait. Ah ouais, non, mais tu peux être fière de toi, bien sûr. J'étais trop fière de moi. Ça a été ma première réussite de ma vie. Vraiment, ça a été ma première réussite. Je suis obligée d'applaudir. Vraiment, ça a été la chose, je suis trop contente. Premier public. Oui. Donc voilà, donc la période de Covid passe et c'était juste entre parenthèses pour te montrer, en fait, cette envie-là de commencer à vendre tout ça venait. Donc là, après tout ça, après mon année de bac, mon CDI, tout, je me dis, je vais me mettre en auto-entrepreneur. Et là, j'ai une amie qui me dit, écoute, moi aussi, je peux travailler avec toi. On fait notre mini-entreprise en ligne et tout, on met tous les documents et tout. Et là, on se dit, on va reprendre déjà ce que je faisais à l'époque. On va vendre et tout ça par barquette. Mais quand tu as un travail, un enfant et toutes ces choses-là à gérer, c'est compliqué de pouvoir vendre. Ça ne marche pas. Je me dis, ok, c'est pas grave. Je garde mon statut auto-entrepreneur. Et entre-temps, si j'ai des mariages, je ferai des mariages. Ça me laisse un peu de temps pour voir si demain, je peux ouvrir un restaurant. Parce que c'était mon but en ce moment-là. Donc là, je fais ça. Je commence à mettre des pubs partout pour avoir des marchés de mariage. Difficile parce que c'est très compliqué aussi. Quand personne ne te connaît, c'est pas tout le monde qui va te confier son mariage. Bien sûr. Voilà. Et là, j'ai mon premier mariage. Et c'était un désastre parce que j'avais pas une équipe, j'avais des copines. Et après, pour manager des copines, c'est pas facile. La copine, elle va rester sur son téléphone en train de faire son truc sur les réseaux. Tu vas pas lui mettre la pression. Même si après, vous vous êtes arrangé à avoir 300 €, mais elle s'en fiche de tes 300 €. Elle connaît pas la valeur que tu apportes à ton business. Exactement. Et ça, toutes ces choses-là, j'ai appris de cette expérience-là, tu vois. Donc, j'ai fait ce premier mariage-là. J'étais en retard sur tout. Surtout. Le milliardise, les vins d'honneur. J'étais en retard. Dis-toi que j'avais pris l'argent depuis pour m'organiser, mais l'organisation, c'est catastrophique. La dame, elle me demande certaines choses le jour du mariage. Je lui dis, j'ai pas eu le temps. Et le pire, c'est que je me rends compte de la pression de l'auto-entrepreneuriat parce que là, tu n'as personne à qui tu peux regarder. Tu n'as pas le chef en cuisine où tu vas aller voir, dire, patron, il n'y a pas ça. Non, c'est toi face à toi-même. Je me dis, ok, c'est ça la vie. C'est ça l'auto-entrepreneuriat. On va aller doucement. C'est ta réputation, c'est ton image, c'est... J'ai dit, on va se calmer. Donc là... Donc, tu as pris une gifle, la première gifle de l'entreprise. Première gifle.
Et là, je me dis, cette fois-ci, je vais mieux m'organiser. Je vais plus me mettre la pression. J'achète mes chiffres indices, c'est les plats chauffantes là. Je les achète, je les stocke, je les garde. De temps en temps, quand les gens ils ont besoin des chiffres indices et tout, je les fais louer. Donc, ça me permet quand même d'avoir j'ai toujours eu un petit business à côté. Je n'ai jamais été à la maison à rien. Franchement, je suis là, pour ceux qui me connaissent, ils savent, je n'ai jamais manqué quelque chose à faire. Et du coup, ça fait que j'avais quand même ça. Je le faisais louer. Entre-temps, je me disais, bon, si j'ai un mariage, je vais le faire. Et là, j'ai un mariage qui se présente, c'est une offre. OK. Il y a un ami d'un ami qui me dit qu'il va se marier et il aimerait bien me prendre traiteur. OK. Et cette fois-ci, je fais les choses bien. Je fais la dégustation. Ça se passe bien. Je prends une autre équipe. Maintenant, une vraie équipe. Ouais. Des gens qui font déjà un peu ça. Je prends plus de copines. Ouais. Et là, on organise le mariage. Mais par contre, ce mariage-là, c'était un gros coup de stress parce que ce mariage-là, ça m'a appris c'est quoi le management. Tu peux avoir l'organisation, penser, réfléchir à truc dans ta tête, mais maintenant, j'ai managé. Il y a toujours des imprévus. Hein. Ouais, c'est sûr. C'était dur. J'ai eu un gros coup de stress, mais le mariage s'est super bien passé. Parfait. Avec mon équipe, ils connaissaient leur travail, mais des fois, on était en désaccord parce que moi, je voulais certaines choses que eux, ils n'étaient pas d'accord aussi. Donc, à un moment donné, ça lui flanchait, mais ça a été le meilleur mariage parce que tout s'est bien passé. Parfait. Et franchement, j'ai aimé. Et c'est là que j'ai compris que chaque chose, il faut prendre de son temps. J'ai voulu aller vite. J'ai voulu aller vite pensant que j'allais arriver. Non, j'ai voulu prendre de mon temps. Et j'ai pris de mon temps. Je me suis dit, OK, là maintenant que j'ai compris. Bon, après, encore une fois, pendant cette période-là, je suis en train de vivre tout ça, mais je suis quand même dans ma phase de dépression, dans ma vie sentimentale. Ça ne va pas. Je suis perdue, je ne me connais pas, je me cherche qui je suis. Je suis encore en train de suivre mon ex. Ouais, c'est compliqué. Là, on est combien d'années à peu près après les événements? 5 ans après. 5 ans après, OK. Donc, ça te suit toujours, quoi. OK. Ça suit toujours. Donc, on n'a pas eu le temps de le guérir, ça suit toujours. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je me dis, là, il faut que je fasse une pause. Il faut que je prenne soin de moi. Il faut que je profite aussi. Parce que là, maintenant... ça y est, j'ai quand même mon appartement, j'ai tout, il faut que je prenne soin de moi et tout. Il faut que je voyage. Donc là, maintenant, je me mets sur le projet de voyage. OK, merci. Maintenant, on peut reprendre. Et là, je dis, avant de commencer mes voyages, je vais aller dans mon pays. Là, cette fois-ci, je n'irai pas parce qu'on m'a renvoyé car j'ai fait une bêtise. Là, j'irai parce que je vais acheter mon billet et j'irai normal, je rentrerai normal. Et en même temps, quand j'en parle aujourd'hui, je me dis, mais quelle idée quand même, Grâce. T'as un enfant, t'as un loyer, je pars au mois d'août. Les billets, ils coûtent cher. Je pars avec mon enfant. Là, je vais revoir ma mère après beaucoup de temps. On ne s'est pas vus. Et ça a été une belle expérience parce que ça a permis à ce que je ramène ma fille. De la voir. Mais entre-temps, avec la famille, ça s'était quand même bien arrangé après. Au final, ce qui se passe, c'est que quand tu gères ta vie seule, tu t'occupes de toi seul, les gens, ils te respectent. Ouais, tu ne dois plus rien à personne. Tu ne dois plus rien à personne. Au final, ça s'est fait naturellement. OK. Je n'ai pas eu besoin d'aller vers quelqu'un pour leur dire, bah, écoutez, regardez tout ce que je fais. Bah non, ça se voit de soi-même. J'ai obtenu ce que j'avais. Même le peu que j'avais, j'ai réussi à avoir mon permis. J'ai réussi à avoir mon petit appartement. Même si ce n'était pas grand-chose, bah, je l'avais. J'avais un petit travail. Je m'occupais de ma fille qui était à l'école. Bah, ils ont vu d'eux-mêmes. Ils se sont dit, bah, en fait, ça va. Elle arrive à se gérer. Donc, tout s'est fait naturellement et on a repris contact petit à petit. Mais par contre, cette fois-ci, j'étais vraiment dans une optique où je ne partirais pas à l'église. Je ne partirais pas à l'église parce que l'église, pour moi, c'était l'endroit où j'avais le plus de jugement. Je partais à l'église, j'avais tout le temps des remarques. Et je me suis dit, non, ça ne sert à rien. Et là, je passe par une période où je remets même Dieu en question. Enfin, je remets tout en question. Je remets ma religion en question, le christianisme, je les remets en question, je me dis non, c'est pas possible. On ne peut pas vivre dans un monde où on croit à quelque chose qui est aussi précieux et les gens ils sont aussi mauvais. Je sais pas, pour moi j'étais plus en accord. Donc là, je commence à m'intéresser à tout ce qui est stoïcisme, bouddhisme. J'ai lu tous les livres, développement personnel, je suis en train de tout lire. Là, c'était pendant cette période, juste avant que j'aille au Congo. OK. Après, je fais mon voyage au Congo, ça se passe super bien. Je reviens. Je me dis non, ça va pas, il faut que je retourne encore, je pars encore en voyage. Et là, je me dis non, ça y est, fini la dépression, je suis en train de me prendre au travail là. Enfin, démission, je dépose ma démission. Okay. Le temps de mettre le chômage en place, je me dis ok, je vais faire un petit voyage au Maroc. Je prends ma fille. C'était la période de on va dire novembre, les vacances de novembre.
Je prends ma fille, on fait un petit tour au Maroc. J'arrive au Maroc, je perds mon titre de séjour. J'étais au Maroc avec moi, mes copines, et ma copine et un autre ami, c'était un collègue du travail, un peu on a sympathisé, donc on a fait nos voyages ensemble. On était 4, quoi. Ma fille, moi et ces gens-là. Et là, ils sont libres de rentrer quand ils veulent, et moi je me retrouve encore dans une autre galère. Je me dis, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai quitté mon travail pour sortir de la toxicité, et là je me retrouve dans un pays où je ne sais pas quoi faire. Donc là, je me mets en stress, je commence à faire les démarches au Maroc. Je ne connaissais rien, mais par contre les Marocains ont été trop gentils avec moi, parce qu'ils m'ont beaucoup accompagné, c'était trop bien. Big up aux Marocains. Big up aux Marocains. Donc c'était vraiment bien. Ça fait que je reste un mois et demi à peu près bloqué au Maroc, parce qu'il est temps d'avoir un visa et tout pour revenir en France. J'avais fait toutes les démarches, mais il fallait juste attendre que l'ambassade française réponde. Enfin, ouais, il fallait qu'ils prennent contact avec la préfecture et tout, pour qu'ils vérifient si j'avais réellement un titre de séjour, que c'était pas une... Tout ça, ça a pris du temps. Et là, je rêvais en France. Quand je rêvais en France, par contre, là, cette fois-ci, je me dis, pause, grâce. Qu'est-ce qui se passe? Je me cherchais dans tout. Je me cherchais dans le voyage, dans la religion, que je ne comprenais plus rien, parce que j'étais perdue. Je me disais, mais tu fais quoi? Qui es-tu? Là, maintenant, la question que je me posais, qui je suis? Je ne savais plus qui j'étais. J'ai couru toujours derrière les gens, je ne savais pas. Est-ce que je dois être entrepreneur? Est-ce que je dois reprendre le travail? En fait, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Fais une pause. Et là, je fais une pause. Donc là, je fais ma petite pause. Je commence à beaucoup, du coup, me renseigner, comprendre comment faire, en fait, pour être bien avec soi-même et sentir cette paix en nous. Parce que j'avais une sorte de lourdeur en moi, je me sentais juste pas bien dans ma peau. Et là, je me mets au sport. Ok, je reprends le sport et tout. Le sport, c'est bien, mais ça va toujours pas. Et là, il se passe quelque chose d'énorme. C'est que j'avais tellement de colère en moi, tellement de rage, tellement... Là, maintenant, je commençais à vivre j'avais tellement banalisé tout ce que j'avais vécu que en cette période-là, du coup, je commence à tout visualiser et me dire, mais ça a été injuste. Je commence à avoir la colère pour tout le monde. Tout le monde. Je m'enferme. Je dépose ma fille chez ma famille. Et là, cette période-là, du coup, je commençais à laisser un peu mon enfant. Parce que moi, je ne laissais jamais mon enfant. J'étais une mère super protectrice. Partout avec elle. Ah, partout. Ou même, je laissais mon enfant, il dort chez quelqu'un, mais je vais faire tout ce que j'ai à faire et le soir, je viens dormir avec elle. Après, je retourne. Donc, ça a été ça. Et là, par contre, je la laisse. Je me punis moi-même. Je reste un mois. Je ne sortais pas. Je ne sortais pas toute seule chez moi. Et là, c'était fini. Les copines qui viennent. J'ai dit non, je ne veux voir personne. Mon téléphone était éteint. Moi face à moi-même. Et je suis restée comme ça pendant un mois. Je faisais que lire. J'étais en train de lire les livres. Franchement, j'étais en train de lire tous les livres de développement personnel. Apprendre à s'aimer, apprendre à s'écouter, apprendre à ressentir... toute émotion est normale. Tu n'es pas obligé de vouloir plaire à tout le monde. Et j'étais là. Et je me ressourçais. Je regardais des vidéos sur YouTube. Je regardais des témoignages des gens. Ok. Et le jour où je sors de là, c'est comme si je m'étais reconnectée avec le divin. Parce que j'ai juste visualisé tout ça. Je me suis dit, dans tous les cas, il y a un Dieu. Peu importe la religion, peu importe qui on croise, il y a un Dieu qui est au-dessus de nous. Et c'est lui qui est le plus important. Et j'ai commencé à reprendre ma vie en main. Je me suis dit, je vais m'orienter professionnellement dans autre chose. J'ai fait un diplôme d'aide-soignante. J'ai commencé à travailler en tant qu'aide-soignante. J'aide des vieux. C'est trop bien parce que je suis toujours dans le même truc d'apporter quelque chose aux autres, mais d'une autre manière. Et j'aime beaucoup parce qu'aujourd'hui, je fais quelque chose qui n'avait... on m'avait dit un jour que je serais dans le médical, je n'aurais même pas cru. Mais je suis plus épanouie dans ça. Et aujourd'hui, je me connais un peu plus. Mais il m'a fallu un temps où je me suis isolée. Je me suis coupée de tout. Et ce qui a aussi été difficile pour moi, c'était de m'éloigner, par exemple, des TikTok. De ne pas prendre mon téléphone pour aller sur Instagram, Snap, pendant ces un mois. Parce que je me disais, on a trop l'habitude, en fait. Là, t'es perdu. Mais je me suis fait dur pour moi-même pour sortir de ce mal-là que j'avais. Et j'ai appris à m'aimer. Ça veut dire, aujourd'hui, j'aime ma fille.
elle est importante pour moi, mais j'ai compris que moi aussi, j'étais important. En fait, j'ai fait une mise à jour sur tout. Aujourd'hui, je sais que cette personne-là, si elle ne m'apporte pas cette paix que moi-même, je me donne à moi-même, je lâche. Et aussi, autre chose, ça a été aussi un détail important. On a toujours tendance à être dur avec nous-mêmes, dur avec les autres. Mais attends, je me suis dit non, pause. C'est quoi cette image des choses que j'ai? Pourquoi je vais être dur avec toi? Moi, on a été dur avec moi. Moi, on a été dur avec moi pendant cette période où j'étais enceinte, où tout le monde me parlait, personne ne me parlait, j'étais exclue, comme si je n'existais pas. Et est-ce que ça m'a aidé? Ça ne m'a pas aidé si ce n'est que de la rage ou de la colère que ça a remis en moi au cours de mon parcours. Mais aujourd'hui, je suis plus dure avec moi-même et je me mets juste des limites. Et mes limites à moi, tu le franchis. J'ai pas besoin d'être dur avec toi. Je te laisse tout simplement et je continue mon chemin. Okay. Et plus j'avance, plus je me rends compte que, en fait, bah oui, pourquoi je vais être dur avec toi? Okay. Tu vois? Et toutes ces choses-là, j'ai commencé à comprendre. Et je m'asseyais, j'écrivais, parce que j'aime pas beaucoup écrire, j'aime beaucoup parler, mais je préfère enregistrer du coup. Et quand j'écris certains paragraphes, des fois je vais écrire un truc que je me dis, mais en fait, non. Pourquoi tu as vécu ça? Ah, en fait, oui. C'est là que je comprends maintenant que j'étais un poids pour certains membres de ma famille. Parce qu'eux, ils n'avaient rien demandé. Normalement, tu as un père et tu as une mère. C'est à eux de s'occuper de toi, c'est à eux de t'élever. Moi, je suis arrivée dans une période où mon père, il était déjà vieux. J'étais la dernière de ma famille. Mes frères et sœurs, ils ont dû prendre soin de moi. Mais ce n'était pas de leur responsabilité. Okay. Donc, en même temps, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Pas forcément de la même manière. Mais aujourd'hui, j'ai enlevé cette colère que j'avais en moi parce que finalement, ça ne sert à rien. Ça ne me fait pas vivre. Ouais, ça se retourne contre toi en soi. Tu n'es pas dans une... ouais. Donc, tu as réussi à faire ce truc. C'est très difficile. Hein, ça a été très difficile. Ça m'a pris 3 ans. Waouh. D'enlever cette colère sur les autres. Oui. Et de faire chaque partie. Et là, c'est que cette année que j'ai repris à aller à l'église. Waouh. Et dis-toi, pendant toute cette période, ma fille aujourd'hui, elle a 8 ans, 7 ans, où je n'étais plus connectée avec rien du tout. Et se laisser ce temps-là, ça a été aussi important. Ok, oui. Finalement, parce que tu n'étais pas connectée avec rien du tout, au final, tu étais connectée avec toi. Avec toi, voilà. avec moi-même. Voilà. Et aussi, j'ai une période de ma vie aussi où on me prenait pour une orgueuse. On me disait, tu te prends pour une femme indépendante qui est là toujours à faire plusieurs business et tout. La femme forte, parce qu'il y a une période où, vous êtes les femmes fortes, nous les hommes, on n'aime pas les femmes fortes, ceci, cela, les femmes fortes, ceci. Et moi, je me prenais pour une femme forte. Mais avec le temps, j'ai compris aussi que, en fait, c'est vrai que je suis forte. C'est vrai que je me donne les moyens, parce que si je ne me donne pas les moyens, personne ne va me le donner. Mais je suis aussi vulnérable. J'ai besoin aussi qu'on prenne soin de moi. J'ai besoin qu'on m'apporte aussi de l'attention. Et aujourd'hui, je peux le dire. Mais il est arrivé, pendant une longue période de ma vie, je n'arrivais pas à le dire. Attends. Non, je suis obligé. Oui. Mais tu sais pas, en fait, la force, je sais pas si tu imagines, la force et le courage nécessaire pour le dire. Parce que même moi, en tant qu'homme, ce que je dis toujours, je suis désolé de te couper là, mais je n'arriverai jamais, ou je ne suis pas à un stade, où je ne veux même pas être à un stade où se dire, je me suffis à moi-même. Je pense qu'on a toujours besoin de quelqu'un, que ce soit des enfants, des amis, des frères, une sœur, et que c'est des périodes qu'on passe dans nos vies qui font que là, à ce moment-là, j'avais besoin d'être seul. Et cette promotion-là du fait de j'ai besoin de personne, franchement, chapeau, parce qu'il faut être courageux en tant que femme. De passer à ce stade-là. Et de réussir à le dire comme ça. Franchement, c'est pour ça que c'est ça que j'applaudis. Et Billy, franchement, je vais pas te mentir, j'ai fait aussi l'analyse sur ça. Je me suis dit, mais attends, pourquoi j'ai été obligée de me j'ai été obligée de me dire que je suis une femme forte? Pourquoi? Je suis dans une société où les gens, je dois avoir des mérites que quand je pose quelque chose, que quand je fais quelque chose, que quand je travaille, que quand je fais ceci, là, on m'accorde l'importance. Mais quand je ne fais rien, que je suis là, je me repose, c'est comme si je ne servais à rien. Ok, comment tu veux que je puisse pas me dire, je suis une femme forte? Je suis obligée de me dire ça parce qu'au moins, ça m'aide à avancer. Mais au fond de moi, je ne peux pas me permettre d'être vulnérable parce que quand je suis assise et que je ne fais rien, c'est comme si je ne valais rien. Et il y a beaucoup de jeunes filles aussi aujourd'hui, elles sont dans la phase de leur vie où elles font rien. Elles savent pas ce qu'elles veulent. Elles savent pas où elles veulent aller. C'est normal. On n'est pas obligé de savoir tous qu'est-ce qu'on veut faire tout de suite. Faut se laisser un temps. Peut-être ton déclic à toi va venir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans pour te mettre vraiment stable dans ce que tu veux faire et qui tu veux devenir. Peut-être qu'à toi, ça va. Peut-être qu'à moi, ça s'est arrivé tout d'un coup. Moi, je sais que
contrairement à d'autres filles de ma génération, moi, je suis trop lent parce que j'ai vécu trop d'histoires. Mais je sais laisser chacun notre temps à nous, c'est important. Et savoir s'écouter soi-même. Parce que ce que les autres disent sur nous, nous influenceront toujours. Aujourd'hui, on a trop d'informations. On ouvre Instagram, on aura notre information. On ouvre TikTok, d'autres informations. On passe dans la rue, il y a d'autres dames qui nous dira autrement. Dans le travail, tout, il y a tout. Mais on oublie du coup qui on est. On oublie nos propres opinions, nos propres valeurs. Et nos propres avis. On s'identifie aux autres. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être sur TikTok. Je regarde une vidéo. Et lorsque je regarde la vidéo, j'ai un avis sur cette vidéo. Et quand je rentre dans les commentaires, bizarrement, ton avis change. Il est influencé par... Il est influencé total parce que tu as 10 000 personnes qui pensent différemment. Et bizarrement, tu vas mettre un commentaire qui n'avait rien à voir à ce que tu pensais au début. Ouais, en fonction des gens. Est-ce que tu imagines maintenant ces choses-là qui t'influencent dans ta propre vie à toi? Au final, tu ne sais même plus c'est quoi ta vraie identité. C'est chaud. Moi, je me dis, c'est pas possible. Et aujourd'hui, ce que je fais, quand je vois que je me perds, je m'arrête, j'arrête tout. Je fais une pause et mon entourage, ils le savent. Ils savent que, quand elle envoie un message, elle dit que, je le dis, je préviens par contre que oui, en ce moment, franchement, j'ai besoin d'un peu de temps. À petite dose, je veux me concentrer. Je ne veux pas détailler en quoi est-ce que je veux me concentrer, c'est parce que en moi-même, j'ai ce besoin-là d'être en accord avec qui je suis et avec le monde à laquelle qui m'entoure. Ça va peut-être pas se voir parce que toi, tu vas te dire, peut-être qu'elle fait son caprice, mais ce qui est sûr, c'est que entre moi-même et mon être intérieur, je suis vraie. Je suis pas fausse. Et toutes ces choses-là, il m'a fallu du temps. Mais à un moment donné, j'ai su poser des limites, j'ai su poser des mots et j'ai su poser et comprendre qui j'étais réellement. Tu vois? Donc, voilà mon petite histoire. Waouh! Incroyable. Incroyable. Franchement, chapeau Grâce parce que franchement, je valorise ce type. J'ai même pas de mots en fait. Tu vois, je passe mon temps à parler du matin au soir. Je veux vraiment que tu saches, au-delà du côté image, au-delà du côté. Je t'avais dit quand on avait parlé sur Instagram, j'ai dit n'en dis pas trop. Je veux vraiment savoir en fait ce qui se cache derrière. Et tu vois, ce mythe-là entre guillemets de la femme forte, moi je dirais pas que tu n'es pas une femme forte. En fait, tu l'es. Et c'est juste plutôt, tu n'as pas besoin, en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de prouver aux gens qu'on est fort. Parce que même, comme tu le dis, en fait, le mythe de la femme forte, c'est en soi, la femme, elle est forte parce qu'elle fait ci, parce qu'elle fait ça. Alors que les exemples, par exemple, de femmes d'influence, ça commence par nos mères qui nous ont mis au monde. Comme tu dis, par exemple, moi, imagine-toi un jour, tu te lèves et que, par exemple, ta fille, elle est là, elle se dit, son modèle de femme influente, c'est Beyoncé. Alors que elle a sa maman ici, tu vois. Et c'est ça, c'est ce truc-là, en fait, qui dévalorise un peu le travail et voilà, les efforts des mères, des pères, de ce que les gens autour de toi font. C'est ça plus qui doit être, en gros, un peu, si je peux dire, un peu effacé du langage des gens et tout, pour qu'on puisse valoriser les gens de tous les jours, nos héros de tous les jours. Donc moi, vraiment, je te considère, Grâce, et sache-le, parmi les femmes fortes. Et ton témoignage m'inspire énormément. Avant de finir, je voulais quand même que tu dises qu'est-ce que tu fais déjà à côté là actuellement, et qu'est-ce qu'on peut aussi te souhaiter pour la suite, pour ne pas dire tout ce que tu vas faire plus tard, mais je sais qu'il y a plein de choses qui arrivent, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter après Actuellement, je suis prothésiste angulaire parce que j'ai fait une formation des ongles. Je suis une personne, j'ai fait traiteur. La période où je faisais traiteur, là, c'était une période où personne n'était trop dessus. Moi, j'aime bien chercher des business qui sont encore invisibles et tout. Et puis, voilà. Maintenant, aujourd'hui, le marché des ongles, ça marche très bien. Donc, moi, je suis prothésiste angulaire. J'ai fait très bien les ongles. Très bien. Je vais nous montrer. Voilà, on les a vus. Donc, voilà, ça marche très bien. Donc, j'ai fait ça à côté. Et entre-temps, je garde toujours mon statut entrepreneur. Ça veut dire... à côté du travail? À côté du travail. Si demain, j'ai un marché, je vais le faire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'ai eu des diplômes là-dessus. Ça veut dire vraiment, j'ai perfectionné aussi certaines choses. Et avec l'expérience aussi dans d'autres domaines, m'ont permis aussi d'avoir la vision sur des choses où je comprenais pas dans mon ancien métier. Que je reste toujours dans ce bain-là. Peut-être que demain, j'ouvrirai un restaurant, qui sait, où j'aurai encore cette envie-là de cuisiner comme j'avais avant. Mais pour l'instant, je me suis posée et je suis que aide-soignante. Ok. Super. Bon, ça fait... sur ça. Ok, encore merci pour ta franchise, Grâce, parce qu'aujourd'hui la franchise c'est quelque chose qui se perd, dans le sens où, comme tu le dis,
Tu pouvais dire simplement que tu fais tes business à côté sans parler du fait que tu as un emploi, même si c'est un bon travail. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, et moi, c'est ce que je veux mettre en valeur sur cette chaîne, le côté vrai de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent comme quoi, bon, ils essaient de former les autres parce que ils sont indépendants, et beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat sans sécurité, en se disant quand ils échouent, comme tu disais, par exemple, ton premier échec dans l'entrepreneuriat, quand ils échouent pour la première fois, ils se disent que ça veut dire que j'ai pas bien fait, donc fallait que je prenne un coaching à 15 000 euros, parce que, alors qu'il y a des expériences qu'on apprend qui peuvent nous apprendre. Voilà, c'est sur le terrain qu'on l'apprend en soi. Et c'est pour ça que cette franchise-là, franchement, merci pour ça. En tout cas, moi, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Bien sûr, merci beaucoup. Encore merci, Grâce. Merci à toi. Un petit mot de la fin ou... Le dernier mot de la fin, par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est simplement que les échecs, c'est normal. Tomber, c'est normal. La situation difficile d'aujourd'hui sera ta force pour ta prochaine situation difficile de demain. Ça sera ta force. Ok. C'est-à-dire vraiment la force que tu vas puiser, tu vas te dire, ah, en fait, j'ai déjà vécu ça. Ok, si j'ai réussi à surmonter ça, je peux surmonter ça. Et demain, j'en surmonterai un autre. Celle-là, elle sera la force pour les autres. Super. Ouais. Top. Bon, ben, merci encore, Grâce. Bon, ben, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Et donc, j'espère que vous avez aimé. Et en tout cas, si vous avez vous aussi des expériences à partager, des expériences vraies dans l'entrepreneuriat, dans la vie qui peuvent aider le plus de monde autour de vous, n'hésitez pas à me contacter. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. À la prochaine.